La matinée avait commencé comme tant d'autres à Ouagadougou. Le ciel était dégagé, la chaleur commençait à monter dans les rues poussiéreuses de la capitale et Ibrahim Traoré se préparait pour une nouvelle journée d'engagement, de réunions et de décisions qui allaient changer le destin de son peuple. Il était habitué à la pression, au poids de porter l'espoir de millions sur ses épaules. Mais ce jour-là, un regard l'accompagnait différemment. Un regard qui, pendant des mois, avait été à ses côtés, silencieux, attentif, loyal, mais qui semblait désormais chargé d'un secret trop lourd pour rester debout. Il s'appelait Eliman, un homme grand, à l'expression ferme, toujours vêtu de l'uniforme impeccable de la garde présidentielle du Burkina Faso, avec une posture irréprochable. Il parlait peu, mais il était toujours là, frayant un chemin à travers les foules, contrôlant nerveusement les radios pendant les discours, passant les portes avant Traoré pour assurer sa sécurité. C'était le garde du corps le plus proche du président. Beaucoup disaient qu'il donnerait sa vie pour Traoré, mais ce jour-là, quelque chose en lui tremblait. Il s'agissait d'une simple visite dans un camp de réfugiés au nord. Traoré voulait voir de ses propres yeux comment vivaient les déplacés des dernières attaques terroristes. Sur le chemin, dans la voiture blindée, Eliman regardait l'horizon sans dire un mot. Ses mains serrèrent la radio plus fort que d'habitude. Et lorsque le convoi traversa une route déserte bordée d'arbres secs, il fit quelque chose d'inhabituel. Il demanda à s'arrêter. Il dit qu'il avait besoin d'air. Traoré, surpris, acquiesça. Les gardes se déployèrent rapidement, formant un périmètre. Eliman marcha quelques mètres devant, s'arrêtant à l'ombre d'un arbre tordu. Il resta là, silencieux, comme s'il livrait une guerre intérieure. Traoré, méfiant, s'approcha lentement. Le vent souffla, soulevant la poussière autour d'eux. Le visage d'Eliman était pâle, ses yeux rouges. Lorsqu'il se tourna enfin vers Traoré, ses lèvres tremblaient. « Monsieur le Président », commença-t-il, mais sa voix se brisa. Traoré fronça les sourcils, faisant un pas en avant. « Qu'y a-t-il, Eliman ? Je dois vous dire quelque chose, » dit-il, ôtant lentement sa casquette. « Quelque chose que j'aurais dû vous dire il y a longtemps. » La tension dans l'air était presque insupportable. Deux autres gardes s'approchèrent discrètement, observant de loin. Mais Traoré leva la main, leur demandant d'attendre. « Parle-moi comme à un frère, » dit-il, avec le calme qu'il avait appris sur les champs de bataille. « Je t'écoute. » C'est à ce moment qu'Eliman tomba à genoux, littéralement, comme si le poids de sa conscience l'avait vaincu. Son uniforme se couvrit de sable, ses mains cachèrent de son visage, et puis, sans prévenir, il se mit à pleurer. Ce n'était pas un pleur discret, c'était l'effondrement de quelqu'un qui, pendant des mois, avait retenu un barrage dans sa poitrine. « J'ai été envoyé par eux, Traoré, » dit-il entre deux sanglots. « J'étais un espion. » Le monde s'arrêta. Même le vent sembla cesser un instant. Ils m'ont placé à vos côtés pour surveiller chacun de vos pas, chaque rencontre, chaque décision. Mes rapports allaient directement à Abidjan, à Paris, à ceux qui craignent votre courage, votre vision, votre justice. Traoré resta immobile. Il ne dit pas un mot. Il se contentait de regarder. Un homme qui savait ce que c'était d'être trahi. Un homme qui avait déjà senti des poignards invisibles dans son dos. Mais jamais, jamais de quelqu'un d'aussi proche. Mais quelque chose a changé, continua Eliman. J'ai vu ce que vous avez fait. J'ai vu comment vous avez traité les orphelins comme vos propres enfants. Comment vous avez partagé votre nourriture avec des soldats blessés. Comment vous avez affronté les corrompus sans craindre les généraux. J'ai vu de mes propres yeux la vérité que mes rapports ne pouvaient effacer. Il releva alors son visage. Il était couvert de larmes, mais il y avait une lueur dans ses yeux. Un mélange de regret et de liberté. Je n'ai pas pu continuer, monsieur. J'ai arrêté d'envoyer les rapports. Ils ont menacé ma famille. Ils ont dit qu'ils me tueraient. Mais même ainsi, je n'ai pas pu vous trahir. À cet instant, un silence profond envahit les lieux. Traoré prit une profonde inspiration. Ses yeux n'étaient pas remplis de colère, mais ils n'étaient pas non plus immédiatement pleins de compassion. Il portait en lui une histoire qui lui avait appris que le pardon est sain, mais que la justice est nécessaire. « Pourquoi me dis-tu cela maintenant ?» demanda Traoré d'une voix grave. « Parce que je ne supporte plus de vivre avec ça. Et parce que... » Il s'étrangla à nouveau. « Si quelque chose vous arrive, je ne me le pardonnerai jamais. J'ai juré de vous protéger. Et maintenant, je comprends ce que ce serment signifie vraiment. Ce n'est pas seulement défendre avec des armes. C'est défendre avec la vérité. » Traoré s'approcha alors. Ses pas soulevèrent la poussière sèche. Lorsqu'il s'arrêta devant Eliman, tout le monde retint son souffle. Certains attendaient un ordre d'arrestation, d'autres
un renvoi silencieux. Mais ce qui se passa, personne n'aurait pu le prévoir. Traoré tendit la main. Eliman le regarda, confus. « Relève-toi, dit le président. »« Mais monsieur, relève-toi, Eliman. Ta chute a déjà eu lieu. Maintenant, il est temps de te relever. » Avec des mains tremblantes, Eliman accepta l'aide. Il se remit debout, toujours en pleurs, toujours humilié, mais debout, face à l'homme qu'il aurait dû trahir, mais qu'il avait sauvé. Traoré plongea son regard dans le sien. Il y avait de la fermeté, mais aussi de l'humanité. « Si tu es sincère, dit-il, et si tu es prêt à réparer ce que tu as brisé, alors il y a une place pour toi parmi ceux qui luttent pour la vérité. Mais sache que, dorénavant, chacun de tes pas sera observé. Par moi et par le peuple qui me fait confiance. » Eliman hocha la tête en silence. Ce jour-là, il n'y eut ni coup de feu ni arrestation, mais il y eut quelque chose de plus fort, une reddition morale, un homme qui choisit d'exposer son âme devant celui qu'il aurait dû éliminer, un président qui choisit non pas d'humilier, mais de transformer. Le retour au palais fut silencieux. Eliman était assis à l'avant, les yeux fixés sur l'horizon, comme s'il n'arrivait pas à croire qu'il était vivant et pardonné. Traoré, à l'arrière, ne l'observait pas avec méfiance. Il l'observait comme on regarde un vase fissuré qui tente de rester entier au milieu de la tempête. Il y avait quelque chose dans l'air entre eux. Ce n'était pas de la confiance, pas encore, mais ce n'était pas non plus du rejet. C'était le début d'un processus. Une guerre invisible entre la douleur et la rédemption. Dans le bureau, les généraux exigeaient des explications. Les chefs de la sécurité étaient furieux en apprenant qu'Eliman avait été un espion. Ils voulaient un procès, ils voulaient une punition. L'un d'eux, la main tremblante de rage, cria « Il aurait pu te tuer, Traoré. Il avait accès à ton emploi du temps, à ta nourriture, à ta famille. C'est impardonnable. » Mais Traoré resta silencieux. Il regardait par la fenêtre, les yeux plongés dans des pensées plus profondes que les cris qui emplissèrent la pièce. Lorsqu'il parla enfin, sa voix fut plus tranchante qu'un ordre militaire. Et pourtant, il ne m'a pas tué. Le silence tomba comme une pierre. Il a eu toutes les chances de le faire. Mais il a choisi d'arrêter. Il a choisi de confesser. Alors que beaucoup ici s'assoient à ma table et continuent de mentir tous les jours. Les mots frappèrent, comme une flèche. Plus personne ne parla. Le poids de la vérité pesait sur chacun comme une épée invisible. Traoré se leva, marcha jusqu'au centre de la pièce et pointa du doigt la carte du pays accrochée au mur. « Notre plus grand ennemi, ce ne sont pas les balles, messieurs, c'est le mensonge. Le mensonge qu'on nous a implanté pendant des décennies. Le mensonge qui dit qu'un Africain ne pardonne pas, qu'il ne fait pas confiance, qu'il ne guérit pas. » Il regarda alors directement l'un des chefs militaires. Sa trahison était grave, mais il a eu le courage de confesser. Combien d'entre vous auraient le même courage? Personne ne répondit. Dans les jours qui suivirent, Eliman fut temporairement relevé de ses fonctions. Mais il ne fut pas emprisonné. Au lieu de cela, il reçut une mission, former de jeunes soldats à l'art de protéger avec honneur. Pour cela, il fut envoyé dans une base à l'intérieur du pays, loin des projecteurs, loin des gros titres. C'était un exil déguisé en nouveau départ. Dans le village de Thomas, où la base militaire se fondait dans les montagnes silencieuses, Eliman arriva avec le poids de 1000 jugements sur les épaules. Les jeunes soldats ne le respectaient pas au début. Ils murmuraient dans son dos. Certains l'appelaient « l'espion de Traoré ». Mais il ne répondait pas, il ne criait pas, il enseignait, tous les jours, avec discipline et humilité. Jusqu'à ce qu'un jour, lors d'un exercice sur le terrain, il sauve la vie d'un recrue qui avait glissé au bord d'un précipice. C'est alors qu'ils commencèrent à le regarder différemment. Pendant ce temps, à Ouagadougou, Traoré affrontait ses propres abîmes. Les rapports des services de renseignement indiquaient que le réseau d'espionnage étranger était toujours actif. Mais désormais, ils étaient plus subtils, plus infiltrés. Ils savaient qu'ils ne pouvaient plus atteindre Traoré avec des balles. Ils devaient l'atteindre avec le doute. Des rumeurs commencèrent à circuler, des accusations fausses, des vidéos truquées, des titres fabriqués. Il est faible, il est entouré de traîtres, il est malade. Mais Traoré ne se laissait pas ébranler. Il savait que la guerre la plus difficile était celle du récit. C'est pourquoi 2 mois plus tard, il fit quelque chose d'impensable. Il ordonna le retour d'Eliman à Ouagadougou. Lorsqu'il entra à nouveau dans le palais, portant le même uniforme, mais avec les épaules plus droites, les yeux plus profonds et l'esprit plus mûr, tout le monde s'arrêta. C'était comme s'il voyait un fantôme ou un miracle. Traoré le reçut sur le balcon est,
où il avait l'habitude de méditer au lever du soleil. Il était seul, buvant un thé à l'hibiscus. En le voyant, il lui fit signe d'approcher. « Comment va Thomas » demanda-t-il sans quitter des yeux le ciel rougeoyant, silencieuse et pleine de jeunes assoiffés de sens. Traoré sourit. « Et toi, es-tu prêt » Eliman prit une profonde inspiration. « Plus que jamais. J'ai besoin de quelqu'un qui me protège non seulement avec des armes, mais avec la vérité, dit Traoré. Quelqu'un qui est déjà tombé et qui connaît le chemin du retour. » Ce soir-là, Traoré convoqua une conférence de presse. Avec les projecteurs braqués sur le palais et des journalistes de toute l'Afrique présents, il monta à la tribune et surprit tout le monde en disant « Je veux vous présenter un homme qui a trahi, mais aussi un homme qui s'est repenti, qui a confessé, qui a changé, et qui pour cela m'inspire plus que beaucoup qui n'ont jamais été pris, mais continuent de trahir en silence. » Puis il appela Eliman sur scène. Le silence était absolu. L'homme qui pendant des mois avait porté le stigmate d'espion se tenait désormais là, aux côtés de celui qu'il aurait dû détruire. Pas comme un symbole de faiblesse, mais comme un symbole de rédemption. Voici Eliman, mon garde du corps, mon frère d'armes, et la preuve vivante que le pardon est possible lorsqu'il y a la vérité. Certains applaudirent, d'autres murmurèrent, mais personne ne quitta cet endroit sans sentir que quelque chose avait changé. Dans les semaines qui suivirent, l'histoire devint virale. Mèmes, vidéos, chansons. Les enfants imitaient Eliman dans les rues, les mères racontaient son histoire comme une parabole pour enseigner le repentir, et un groupe de jeunes dans le Nord, inspiré par son parcours, créa une coopérative nommée Seconde Chance pour réintégrer d'anciens combattants. Mais tout le monde n'était pas satisfait. Dans les coulisses de la politique internationale, les chefs d'opération et les manipulateurs de l'ombre grinçaient des dents. Ils avaient perdu le contrôle de ce qui semblait être un pion. Désormais, Eliman était un symbole, et les symboles sont dangereux pour ceux qui prospèrent dans le chaos. C'est alors qu'un plan émergea, et cette fois, il ne s'agissait pas de manipuler Eliman, il s'agissait de l'éliminer. La veille de l'attentat, Eliman rêva de sa mère. Elle l'appelait depuis le portail de la maison, comme lorsqu'il était enfant. Elle lui disait de ne pas oublier qui il était. Il se réveilla le visage humide, le cœur serré, comme s'il pressentait que quelque chose dans le monde spirituel était déjà en mouvement. Le lendemain matin, il accompagnerait Traoré pour une visite délicate dans une ancienne mine désaffectée qui allait être transformée en école pour les orphelins de guerre. C'était un geste symbolique, puissant, une déclaration publique que le pays choisirait les livres plutôt que les mines, les enfants plutôt que les armes, mais c'était aussi le moment idéal pour ceux qui voulaient te faire taire la vérité avec de la poudre. Le plan était simple, une explosion contrôlée, cachée sous la tribune où Traoré devait discourir. Mais quelque chose échappa au contrôle des conspirateurs. Eliman, en inspectant le site à l'aube, remarqua des fils anormaux, légèrement enfouis dans du sable meuble. Son instinct parla plus fort. Il suivit les fils jusqu'à une boîte métallique dissimulée sous des débris de béton. Et là, il vit le dispositif. Il était réel, il était mortel, et il était destiné à Traoré. Il n'eut pas le temps d'appeler des renforts. Toute hésitation pouvait coûter la vie à des dizaines de personnes. Alors il prit une décision. Désactiver seul. Il se souvint des anciens entraînements. Du poignet ferme de son père qui lui apprenait à désamorcer des pièges dans les forêts lorsqu'il chassait. Il suait, il tremblait, mais il n'abandonna pas. À l'instant où il coupa le mauvais fil, il y eut un clic. Le système n'explosa pas, mais déclencha un compte à rebours. 30 secondes. C'est alors qu'il cria. Tous les soldats autour coururent. Traoré, déjà dans la voiture blindée, sortit en courant pour voir ce qui se passait. Lorsqu'il arriva, il vit Eliman tenant les câbles à deux mains, à genoux, suant comme s'il livrait un combat contre la mort. « Fuyez !» cria-t-il. « Je ne peux pas tenir longtemps. » Traoré ne bougea pas. Leurs regards se croisèrent. Et là, à cet instant, Traoré revit le même homme de la route, à genoux, les larmes aux yeux, mais cette fois, les mains littéralement agrippées à la mort. « Non !» cria Traoré. « Tu ne vas pas mourir comme ça !» Il courut vers Eliman. Il saisit le câble avec lui. 2 soldats arrivèrent. En quelques secondes, ils coupèrent le bon fil. Silence. Le système s'arrêta. Le temps s'immobilisa. Eliman s'effondra en arrière, épuisé. Et à cet instant, le pays entier s'agenouilla spirituellement autour de lui. L'image devint virale.
2 hommes, côte à côte, couverts de poussière, les yeux fermés, vivants, par quelques secondes. Ce soir-là, une cérémonie silencieuse eut lieu au palais. Pas de journalistes, pas de discours. Juste un dîner entre 2 frères qui avaient autrefois été ennemis. Tu savais que tu pouvais mourir, dit Traoré. Je savais que si je ne faisais rien, quelqu'un mourrait. Et cette fois, ce ne serait pas vous. Traoré le regarda, les yeux humides. Tu as changé. J'ai dû me perdre beaucoup pour découvrir ce qui vaut vraiment la peine d'être trouvé, répondit Eliman d'une voix ferme. La semaine suivante, Ibrahim Traoré créa une nouvelle distinction nationale, la médaille de la réconciliation, décernée à ceux qui ont fauté, mais ont choisi de se racheter. Le premier à la recevoir, Eliman. Et lorsqu'il monta sur scène pour l'accepter, il n'y avait pas d'uniforme. Il portait des vêtements simples, les yeux déterminés. Et à ses côtés montèrent également les soldats qu'il avait formés, les jeunes de la base de Thomas, désormais officiers, qui criaient son nom comme s'il était un héros de guerre. Et il l'était. Dans son discours, Eliman dit simplement « La plus grande victoire d'un homme n'est pas de ne jamais tomber. C'est de se relever après la chute et de choisir d'être meilleur qu'il ne l'était. Je me suis relevé, et je sais que mon peuple peut se relever aussi. » Dans l'assemblée, beaucoup pleurèrent. Des femmes tenaient leurs enfants dans leurs bras et pointaient Eliman en disant « C'est lui le vrai soldat ». Et des hommes autrefois sceptiques applaudissaient désormais debout. Non pas parce qu'ils avaient oublié ce qu'il avait fait, mais parce qu'ils honoraient ce qu'il avait choisi de devenir. Quant à Traoré, il continua à marcher à travers sa nation comme celui qui pardonne, mais qui veille. Comme celui qui n'a pas peur de la vérité, mais exige qu'elle soit portée avec responsabilité. Les conspirateurs, ils furent identifiés, arrêtés. Mais le plus puissant d'entre eux, un diplomate étranger qui orchestrait les opérations, fut expulsé sans bruit. En partant, il déclara à un journaliste « Ce pays est fichu. Maintenant même les traîtres deviennent des héros. » Mais le peuple n'entendit pas cela comme du mépris. Il l'entendit comme la confirmation qu'il était sur la bonne voie. Aujourd'hui, dans l'intérieur du Burkina Faso, il y a une école appelée Maison de la Seconde Chance. Le premier tableau accroché au mur, une photo d'Eliman, à genoux devant la bombe. La légende dit « Il est tombé comme espion, mais il s'est relevé comme protecteur. » Et ceux qui entrent dans cette école ont le sentiment de fouler un sol sacré, pas à cause des murs, mais à cause de l'histoire qui résonne là, l'histoire d'un garde du corps, d'une trahison, d'un pleur sincère et d'un pardon qui a sauvé une nation entière.